Bonjour chers experts, merci d'être avec nous ce matin. On a le plaisir d'accueillir Gaël Slimane. Bonjour Gaël. Bonjour Vous êtes Ludovic. le président d'Odoxa et puis on va éplucher tout à l'heure avec vous ce baromètre de l'économie qui est plein de riche d'enseignements, notamment en matière d'innovation. On va y revenir. En face de vous, Philippe Trainard. Bonjour. Philippe, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Merci Philippe. À vos côtés, Erwan Tison. Bonjour Erwan, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur des études de l'Institut de l'entreprise et chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Évidemment, l'actualité tout au long de cette semaine, elle a été extrêmement moyen-orientale, on va dire, pour résumer. Avec la guerre en Iran, c'est un jeu toujours un peu délicat de commentaires directs. N'empêche qu'on en est quand même au 6e jour et que ce week-end, on va atteindre la semaine. D'une situation qui commence quand même à peser. Chaque jour qui passe, on a un sentiment quand même qu'il y a un petit risque. Et ça nous renvoie, vu d'Europe, à ce scénario qu'on a connu à partir de 21-22, c'est-à-dire le scénario ukrainien, même si la menace aujourd'hui pèse davantage, on va dire, sur la zone asiatique, directement par rapport aux approvisionnements et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, question assez basique, vous êtes inquiets les uns les autres, vous surveillez ça, Erwan, avec attention, parce que vous vous dites, oui, il y a les ingrédients potentiels pour qu'il y ait à la fin une petite crise qui démarre. Moi, je suis pas du tout géopolitologue, donc je ne suis que spectateur dans au plan économique, je parle. Sur le plan économique, c'est marrant parce que pour pas trahir les secrets du off, on en discutait avec Philippe juste avant, en disant, allez, moi, trahissez. J'ai été élevé, on va dire, académiquement dans un environnement qui était celui de la fin de l'histoire. Ouais. Et quand on faisait les modèles de prévision macroéconomique, notamment en économie internationale, en fait, le risque géopolitique était toujours nul. C'était un risque que n'est pas appris à modéliser, en tout cas, qui était pas prégnant dans les enseignements. Donc, c'est-à-dire que déjà, il faut que nous, on change. Et Philippe disait que sa génération, effectivement, avait aussi vécu académiquement avec la question de la guerre froide, donc une opposition binaire qui n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. C'était ça votre off hors plateau. Voilà, c'était ça notre off hors plateau. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'on n'a pas forcément des outils analytiques prêts à apporter, on va dire, pour analyser, on va dire de manière générale, pour analyser la situation dans laquelle on est. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une incertitude absolument totale. On entame, du coup, notre 6e année d'incertitude consécutive entre les crises sanitaires, énergétiques et géopolitiques. Donc déjà, d'un point de vue économique, quelque part, c'est en train de devenir la norme, cette incertitude-là. Les entrepreneurs qui succèdent sur votre plateau vous le disent. Aujourd'hui, on sent une fatigue, on l'aperçoit quand même. Bien sûr, mais c'est normal parce qu'il n'y a plus de rythme de croisière. C'est-à-dire que le nouveau rythme de croisière, c'est justement la mer agitée. Donc, on est obligé, c'est beaucoup plus énergivore. Et donc, en termes de prévision, en termes d'évaluation, c'est extrêmement difficile de savoir même de quoi sera fait la croissance ou en tout cas la structure de l'économie mondiale à partir de l'année prochaine, une fois que la poussière sera retombée, si elle retombe par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Par contre, ce qui est intéressant de voir, la prévision est très difficile. Ce qui est intéressant de voir, c'est les conséquences immédiates. Et surtout, dans quoi est-ce que ça s'inscrit ? Et malheureusement, cet environnement, on va dire anxiogène et très risqué, s'inscrit dans un environnement budgétaire et financier qui est extrêmement contraint. C'est-à-dire qu'on n'a plus les vu de la France, là. Vu de la France et vu de l'Europe de manière globale. On n'a plus les amortisseurs naturels que l'on avait constitués en temps de paix, qui sont des dettes publiques assez saines et des budgets et des déficits publics qui sont assez bas. Le but premier d'une dette publique, c'est principalement d'amortir les chocs et de permettre justement à l'économie d'avoir ce coussin en cas de choc pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts sur l'économie. C'est ce qui a très bien fonctionné au moment du Covid, un peu moins au moment de la guerre en Ukraine avec l'échec énergie, mais qui a quand même été très anesthésiant. Là, la question, c'est qu'on est rentré dans un monde en fait d'incertitude et de risques géopolitiques très très forts, où l'économie n'est plus au centre. Et quelles sont nos principales marges de manœuvre que l'on a demain avec une dette publique très forte, donc du coup ce coussin qui s'amoindrit, et une compétitivité des entreprises qui s'érode parce que l'environnement fiscal est tout sauf compétitif, parce que justement il faut alimenter ces dettes publiques-là. Donc on est en fait en train malheureusement de perdre tout ce qui peut nous permettre de composer avec un monde plein de risques, et ça c'est pour moi l'incertitude dans laquelle on rentre, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on n'a plus la même santé, la même vaillance que l'on pouvait avoir avant justement cette succession de crises multiples à répétition. Ouais. Donc autrement dit, Erwan, c'est la France aborde potentiellement cette crise avec des amortisseurs déjà à plat. Donc on plat, mais disons qu'ils sont moins vigoureux que ce qu'on avait avant, surtout qu'en plus on le voit, on a quand même un taux d'intérêt sur notre dette qui a tendance à se renchérir, la BCE commence à s'inquiéter là-dessus. Disons que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on n'aborde pas cet nouvel environnement incertain de manière la plus sereine possible. Philippe,
sur ce niveau d'inquiétude. Je vais confirmer, peut-être prolonger sur certains points. Naturellement, comme le dit Erwan, je peux pas m'opposer à ce que j'ai dit derrière la porte. Et effectivement, la grande nouveauté, mais c'est pas le fait d'aujourd'hui, c'est déjà, on le voit précédemment, mais au fond, les politiques sont en train de les découvrir. L'économie n'est plus la fin du politique, la finalité de la politique, mais l'économie devient l'instrument de la politique. Elle est au service de l'instrument de la politique. Et s'il faut tout détruire pour pouvoir appliquer sa volonté politique et atteindre ses buts, eh bien on voit bien que la plupart des gouvernements, y compris des gouvernements raisonnables, ne sont pas du tout opposés à cela. Je crois que c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a dit Erwan, ça je confirme, c'est un pays comme la France n'a pas de marge de finances publiques pour absorber le choc et donc atténuer le choc, sauf à prendre des risques, mais absolument incommensurables sur le fond, sur le plan financier. Je vais traduire avec d'autres mots assez simples. C'est-à-dire que si jamais il y a un emballement sur le coût de l'énergie, il ne faut pas rêver un bouclier en 2026. Un bouclier tarifaire n'existerait pas. Soit impensable, la France n'a plus la capacité. Soit expose la France à des risques similaires à ceux de la Grèce au moment avant la crise. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ça fait partie quand même du risque. On le voit sur le gaz. Maintenant, le risque, on est tout nu face au risque. Et les Français, normalement, sont tout nus. C'est pas neutre ce que vous dites, Philippe. C'est très important. C'est très, très important. Et c'est ce qu'on disait. Au fond, le problème de la dette publique française, c'est qu'elle ne vous laisse aucune marge pour absorber des chocs imprévus. Or, que l'économie mondiale, la finance mondiale est exposée à un continuum de chocs plus ou moins importants. Alors, troisième point, je crois qu'on est face à 3 scénarios. On a le scénario, au fond, limité, la guerre en 3 semaines, c'est comme la guerre de 14-18, on parle à la fleur au fusil, et ça durera peu de temps. Je crois que les Allemands ont fait la même chose lors de la campagne de Russie, on sait comment ça a tourné, n'est-ce pas ? Donc, et là, on va avoir une tension sur les prix pétroliers, on peut y revenir pour avoir juste les effets, mais qui doit être au fond, qui peut être absorbable dans le temps. Deuxième schéma, on a une guerre véritable, mais peut-être limitée à Israël, États-Unis, Iran et forcément le Liban est inclus dedans. Et on imagine que les pays du Golfe, finalement, à part quelques drones iraniens, ça ne va pas aller plus loin. C'est d'ailleurs ce que pense une partie... Reste la question du détroit d'Ormuz quand même. Oui, absolument. Reste la question, mais c'est la question du détroit d'Ormuz, elle se pose déjà dans le premier scénario. Et puis vous avez le troisième scénario, qui est une conflagration beaucoup plus générale. N'oublions pas, est paru hier le dernier Arab Barometer, et que nous dit Arab Barometer ? Eh bien, il nous dit qu'entre le Maroc et le Pakistan, entre 40 et 60% de la population est favorable à Khamenei, est favorable et opposé à toute opération contre l'Iran. Donc, ce qui veut dire une opposition dans le monde islamique qui n'est pas du tout négligeable. Si c'était 10 ou 15%, on peut y aller, mais 40%, en fait c'est 37% au Maroc, qui est considéré comme un des soutiens de l'Iran, eh bien c'est quand même beaucoup. Il n'y a qu'en Syrie où l'opposition à l'Iran est beaucoup plus forte et le soutien à l'Iran beaucoup plus réduit en raison de l'histoire de Bachar el-Assad. Et enfin, dernier point qui rend la chose extrêmement dangereuse, c'est que Trump est imprévisible. Il est d'abord imprévisible pour les Israéliens eux-mêmes, qui ne savaient pas si Trump, au-delà de 100 heures, continuerait ou non la guerre. C'est quand même bien d'entreprendre une opération de l'ampleur de celle que nous voyons et d'avoir votre principal partenaire qui ne sait pas si au bout de 100 heures, l'autre partenaire ne va pas arrêter tout. Et deuxièmement, cette impression toujours, mais qui est... Alors là, vous me direz, c'est un peu un lieu commun, c'est que toutes ces opérations américaines, pour le jour, contrairement aux opérations israéliennes, les opérations américaines et les interventions de Trump sont non réfléchies. Voilà. Alors, rappelons-nous, dernier point, que $30 de plus le baril, qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques ? Donc, au-dessus des $100, on va dire. Sachant qu'il était, il y a encore avant l'opération, il était grosso modo aux alentours entre 65 et $70 le baril. Eh bien, ça veut dire une hausse du niveau des prix de 2 points en Europe et 2,5 aux États-Unis, n'est-ce pas ? Définitive.
Et deuxièmement, une baisse de l'activité qui se situe entre 0,8 points en Europe et 1,5 points aux États-Unis. C'est plus aux États-Unis parce qu'il y a plus de flexibilité, plus de risques inflationnistes. Avec pour conséquence, vous voyez que ça dépend de l'ampleur du scénario dans lequel nous nous trouvons. Le scénario 1, eh bien, on est dans un scénario qui peut être à $30 de plus le baril pendant un an. Un scénario extrême, bien évidemment, nous explosons. Et un scénario imprévisible lié à Donald Trump, voilà. Pour terminer. Alors, la mauvaise nouvelle, j'allais dire, mais on commente cette actualité un petit peu en direct, c'est que le chef des armées américaines, hier, dans sa conférence de presse, a notifié que cette opération n'en a été qu'à ses débuts. Absolument. Et on était au 5e jour. Gaël Sliman, j'ai envie de vous entendre parce que par rapport à ce baromètre de l'économie au Doxa pour AJP, qui est fait en partenariat avec Challenge et BFM Business, on va pas parler là d'innovation, mais il y a quand même un chiffre, on va dire un chiffre un peu macro. Le moral économique. C'est le moral, exactement. C'est-à-dire que 83% des Français aujourd'hui, et ça a été fait avant. Exactement. Ça a été fait avant cette opération au Moyen-Orient. Ouais. 83% donc des Français étaient défiants, je cite, sur l'avenir de la situation économique de leur pays. Donc on parle de la France. On est très bas. On est très bas. On a un indice de moral. On arrive il y a le plan financier dont parlait Erwan. Déjà, il y a le moral. Comment on aborde ce virage, c'est pas la forme. Voilà, vous parliez d'amortisseurs l'un et l'autre, d'amortisseurs économiques dont les Français ont bénéficié en ne se rendant pas tant compte que cela qu'ils en bénéficiaient au moment du Covid et puis au moment de la facture énergie après l'Ukraine. On le voit d'ailleurs sur la popularité d'Emmanuel Macron qui était très très basse à l'époque et qui l'est toujours. Mais là, on les aura plus et on part d'un moral qui est à un niveau record sur une longue période. Parce qu'on vit en France aussi une crise politique inédite, absolument majeure. C'est ce qui a un impact sur l'activité économique, un impact sur le moral économique des acteurs. Voilà, c'est les Français qu'on interroge, mais c'est le cas aussi quand on interroge les chefs d'entreprise, où jamais, sur une période aussi longue, on n'avait été aussi bas en termes de morale. C'est le premier point. L'autre élément, en rebond à ce que vous disiez l'un et l'autre sur les conséquences économiques, alors c'est votre domaine d'expertise, l'économie, moi le mien c'est d'interroger les gens et leur perception. Bien, les Français, ça c'est un sondage de nos confrères des Labs pour la chaîne, pour BFM, les Français nous disent, eux, qu'ils pensent, ils anticipent des conséquences économiques désastreuses pour la France, pour l'Europe et pour le monde. En gros, les 3/4 de nos concitoyens le pensent dans ce sondage qui vient de paraître. Vous l'avez évoqué, Philippe, il y a les conséquences d'opinion sur les acteurs concernés. Il faut bien comprendre une chose, l'Iran n'est non seulement pas un pays ami des pays arabes, mais est même un pays historiquement hostile. Ça veut dire que vous avez une opposition des populations, donc non seulement des gouvernements, mais de ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire les populations arabes dans les différents pays arabes, ne sont pas en grande sympathie avec l'Iran a priori. L'immense performance en termes d'opinion qui a été réussie par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, c'est ce que Philippe vient de rappeler sur les sondages faits dans les pays arabes, c'est finalement de recréer du lien, de la sympathie, de l'empathie entre, parce que ce sont des populations musulmanes, entre les populations arabes et les populations perses en Iran. Donc on est dans une tension aujourd'hui, j'ajoute qu'aux États-Unis, on a seulement 1/4 des Américains qui soutiennent l'intervention en Iran. Donc on est dans cette situation-là du point de vue des opinions publiques en général, avec ces inquiétudes majeures sur l'avenir. Et ça veut dire que, quoi qu'il arrive dans votre domaine d'expertise, l'économie, sur les conséquences réelles, il y a aussi des conséquences qui vont être les conséquences perçues des consommateurs. On a un baromètre de l'épargne qu'on réalise avec Groupama et BFM depuis de nombreuses années, Capital, et on se rend compte que sur l'épargne aussi, nos concitoyens nous disent « rien ne va plus, donc on épargne, comment ? Dans notre bas de laine ». Et en même temps en étant persuadé que notre épargne n'est plus rentable. Tout ça va accentuer ces comportements qui ont des conséquences économiques qui seront des conséquences lourdes. Donc, on va dire, il y a quand même un cocktail qui peut, détonnant, sans noircir le tableau. C'est-à-dire, d'un côté, ce que vous décriviez, Erwan, Philippe, c'est-à-dire, finalement, les marges de manœuvre françaises et européennes, globalement, honnêtement, qui ne sont pas extraordinaires par rapport à une crise potentielle qui se profile, quel que soit le scénario. Je ne vais pas revenir sur les scénarios de Philippe. Et
de façon combinée, j'allais dire, des Français qui n'ont pas vraiment le moral. Je pense qu'ils ont été rincés, enfin Gaël, vous me confirmez ou infirmez, notamment par le débat budgétaire, qui n'a pas dû rassurer énormément. En fait, ils sont rincés, comme vous dites Philippe, depuis 2 ans, depuis la dissolution. La dissolution, c'est un choc majeur. C'est inédit, on suit l'indice de morale économique depuis 25 ans, un quart de siècle. En un quart de siècle, on a déjà connu des points plus bas, ponctuels, mais on n'a jamais vécu de très très loin une période aussi longue où les gens n'ont aucune confiance en l'avenir de la situation économique de leur pays à ce point-là, parce que tout simplement nos concitoyens ont bien compris qu'il n'y avait plus vraiment de pilote capable de gouverner sereinement, de prendre des décisions. Vous évoquiez les déficits, la dette. Bon, on est dans un cocktail, c'est Erwan je crois qui disait que la singularité c'est qu'on a plus de matelas, mais en plus, on va avoir besoin de dépenser plus d'argent sur la défense et la sécurité. Tout à fait. Donc on est dans une situation impossible. Et les Français en ont conscience. Et juste, si vous permettez, un petit chiffre pour illustrer ce que disait Philippe avant, et ce qui va corréler, je pense, ce que vous disiez, Gaël. Si jamais demain l'exécutif voulait remettre en place un amortisseur énergie, un chèque énergie, ça ferait monter le déficit quasiment instantanément à 7% du PIB. Ouais. Or, on est dans une situation, nous dit l'OFCE, où cette année, on doit trouver 40 milliards. Donc ça veut dire que mécaniquement, on est dans une situation structurelle où on doit baisser les dépenses de 40 milliards, et la population va y avoir une demande politique pour les augmenter de 50 milliards. Donc on risque de se retrouver à la fin de l'année avec un différentiel de 90 milliards par rapport à la trajectoire. Et c'est là où on peut en vouloir un petit peu, notamment à la représentation nationale, d'avoir fait du vote du budget un totem, voire un tabou absolument indépassable. Rappelez-vous, on entendait, vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Et bien là, on voit bien que c'est faux, parce que non seulement les concessions qui ont été faites dans le cadre budgétaire ont augmenté le déficit tel qu'il aurait pu avoir normalement, s'il suivait une bonne trajectoire, être validé. On a fait beaucoup de concessions, notamment sur les retraites. On a quand même augmenté de 6 milliards d'euros les dépenses liées aux seniors pour je ne fais pas encore de guerre de génération, mais dans un environnement très tendu, c'était peut-être pas forcément la première dépense à réaliser. Et en même temps, on a affaibli fortement les grandes entreprises qui sont tournées vers l'export et qui sont les seules qui peuvent justement aller chercher les marges de manœuvre sur la croissance extérieure et qui seront du coup les plus impactées par le contexte géopolitique, en leur mettant un surplus d'IS de 8 milliards d'euros, et qui fait que pour elles, leur taux d'imposition est le plus haut de tout l'OCDE. Donc, dans ce budget, on avait une chance, on va dire, quand on a la chance de pouvoir assainir un petit peu les comptes, parce que la nécessité extérieure fait loi, on n'en profite pas. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on accumule ces déficits-là, on crante. Aujourd'hui, on a cranté le déficit public au-dessus de 5%, ce qui était, là encore, on parlait des cadres académiques avant, c'était impensable il y a 20 ans de rester structurel, au moment de l'arrivée dans l'euro, de rester structurellement en temps de paix au-dessus de 5% de déficit, sans investissement majeur, si encore c'était pour financer un grand plan d'électrification de l'économie. Mais non, même pas. Et donc, du coup, dans le contexte politique affaiblit encore plus le contexte économique, parce qu'il augmente les déficits, il réduit nos marges d'investissement et il plombe les seuls champions qui peuvent justement aller chercher de la croissance à l'extérieur. Donc, le contexte politique, là encore, malheureusement, il affaiblit le moral des Français, il augmente peut-être... Et puis ça va être long, Erwan, parce que 2027, c'est pas demain. Le chemin est long, et il y a encore un budget entre-temps. Il y a encore un budget entre-temps. Oui, mais entre-temps, on sait que tout le monde va voter contre, donc le budget passera par 49.3, personne fera sauter le gouvernement à 6 mois, 4 mois des législatives. Et le gouvernement ne proposera peut-être pas un budget très audacieux non plus, quand même. Aussi. Donc en réalité, on a perdu 2 ans, et depuis le départ, c'était la certitude de nos concitoyens. Ils l'avaient très bien compris. Bref, Erwan, ce que vous dites, c'est que ce qui était déjà un mauvais budget est en train de devenir un très mauvais budget, si une crise se profile. Philippe, vous voulez réagir ? Je voudrais dire que ce que nous décrivent Erwan et Gaël doit aussi, remettons-le dans le contexte. Comme le dit Gaël, l'opinion est inquiète. Quelle est la réponse aujourd'hui des politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche ? Comment pourrions-nous distribuer un peu plus de pouvoir d'achat ? Le seul thème, c'est la distribution du pouvoir d'achat. Naturellement, en bonne économie, sans plus comme ancien fonctionnaire, je dirais, c'est peut-être des économies et c'est peut-être d'investir. Enfin, je vois 2 sujets. Certainement pas de distribuer du pouvoir d'achat. Donc, au fond, la campagne commence en disant, on va distribuer du pouvoir d'achat. Alors, imaginez le choc, bien évidemment, comment vont réagir. On ne peut avoir que des inquiétudes absolument extrêmes sur la réaction des candidats qui n'ont pas en fait l'électorat en main, qui n'ont pas réussi leurs opérations auprès de leur électorat et qu'ils conquièrent avec
des genres de subventions, etc. Et le deuxième point, c'est qu'on n'est pas les seuls en déficit, parce que vous imaginez bien, je ne veux pas parler du déficit d'Israël qui va être certainement très important à cause de cette opération, mais enfin, bon, c'est pas le plus grand pays, c'est pas lui qui va changer la donne du marché financier mondial, mais en revanche, les États-Unis, c'est un peu différent. Ils sont déjà à des niveaux de déficit de l'ordre de 7%, voire éventuellement au-dessus, et donc on est dans une économie américaine qui emprunte à tout va sur le marché international, tout en menaçant d'ailleurs les détenteurs de dollars à un moment donné de les taxer, etc., parce qu'on veut quand même un petit peu affaiblir le dollar. Tout ça donne une impression, si vous voulez, qui peut aisément et par construction aboutir à une crise financière. Non pas une crise financière qui serait... Une crise financière de quelle nature? C'est-à-dire une crise sur le dollar, un scénario mondial, quasiment. C'est un scénario mondial que vous décrivez. C'est purement mondial. Et c'est pas un scénario, finalement, qui nous prendrait par surprise, un peu comme 2008. C'est un scénario, on voit la locomotive arriver. Et puis, en plus, au fur et à mesure on avance, on voit des gens qui rajoutent du plomb, du machin, pour la rendre un peu plus lourde et pour que le choc soit un peu plus important qu'actuellement. Donc, il y a véritablement, je pense, on est en état en situation de crise potentielle absolument énorme et qu'il faut rapidement reprendre en main et retrouver des moyens d'arbitrage. Juste pour confirmer, cette nuit, il y avait une réunion en Asie qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande, la conférence Asie 2050. Était présente Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire. Alors, je vais la citer parce que, Erwan, ça fait vraiment écho à ce que vous disiez tout à l'heure à la première question. Je la cite: « Nous vivons dans un monde où les chocs sont plus fréquents et plus inattendus, et nous prévenons nos membres depuis un certain temps que l'incertitude est désormais la nouvelle norme. » Et elle rajoute, concernant la situation au Moyen-Orient, l'économie mondiale est de nouveau mise à l'épreuve. C'est-à-dire que quand même la lecture du FMI, et je cherche pas à dramatiser, c'est pas l'objectif. La lecture quand même du FMI, c'est de dire attention, il y a des ingrédients là pour que les choses, si la situation dure, évidemment chaque jour qui passe, mais on est déjà jeudi pour une guerre qui a débuté samedi, chaque jour qui passe fait que quand même la mayonnaise risque de tourner un peu négativement. Cette analyse-là du FMI, mais je vais prendre une autre mesure qui a été annoncée cette nuit par Séoul, parce que les bourses asiatiques ont extrêmement secoué depuis le début de la semaine, même si ça va mieux, ça a été mieux cette nuit. À Séoul a été mobilisé à peu près 58 milliards d'euros. 58 milliards d'euros pour, j'allais dire, faire un matelas sur les marchés financiers. Donc on commence à avoir des mesures très claires. Ce matin, pendant la nuit, la Chine a annoncé qu'il verrouillait ses exportations sur le pétrole raffiné, c'est-à-dire cette exportation qui alimente d'autres pays en cascade, principalement en Asie du Sud-Est. C'est pas des choses qui se déverrouillent, ça, du jour au lendemain, même si la crise s'est arrêtée dans 3-4 jours, Philippe. Non, ça, vous avez tout à fait raison. Mais il faut peut-être noter un point. C'est que nous dépendons moins du détroit d'Ormuz et de la situation dans le Golfe Persique que l'Asie. Voilà. Donc, dans un premier scénario 1 que j'appelais 1, c'est-à-dire au fond une guerre économique qui a des conséquences économiques sur le pétrole et ça s'arrête là, ou une guerre qui se limite à États-Unis, Israël et Liban, l'Europe reste probablement un petit peu moins impactée que ne le sont l'Asie et potentiellement les États-Unis. Mais le cours du pétrole, le cours du gaz, c'est les impacts sont mondiaux. Oui, mais néanmoins, in fine, l'impact sera un petit peu moins fort sur l'Europe. Maintenant, en revanche, s'il y a une traînée de poudre sur l'ensemble du Moyen-Orient, etc., à ce moment-là, le problème, c'est que l'Europe est en première ligne. N'oublions pas aussi les conséquences d'un conflit dans lequel les États-Unis s'enliseraient sur le conflit en Ukraine. De toute façon, on ne peut pas spéculer. Même les experts en géopolitique, en relations internationales ont du mal à y voir clair. Mais malgré tout, en réalité, on a du mal à entrevoir comment tout ça aboutirait à l'atteinte d'objectifs. D'ailleurs, vous l'avez dit, même pas vraiment formulés ou contradictoires de Donald Trump. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que si vous avez, quand vous avez commencé à envoyer, quand ces bombes ont commencé à être envoyées, le résultat, c'est scénario 2 ou scénario 3. C'est-à-dire, de toute façon, une situation qui va, à moyen ou long terme, être une poudrière dans cette région du monde. Ça nous a déjà donné 2 chocs pétroliers par le passé.
on ne voit pas bien comment ça changerait. Par ailleurs, en termes d'opinion publique, je ne fais pas de sondage, j'en ai fait quelques fois, mais je n'ai pas fait récemment de sondage en Iran. Mais vous aviez un régime qui était visiblement sur le point de tomber. Ce régime des mollahs était réprouvé par sa population, il y avait eu des manifestations dans la rue. Le timing est complètement stupide, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aidés, ces populations américaines. C'était aussi curieux d'associer les Israéliens pour essayer de mettre à dos de ces frappes l'ensemble du monde arabe. Mais bon, pourquoi pas ? Ce qui est curieux, c'est qu'il y avait un moment clé pour le faire, c'était le moment où les populations étaient dans la rue, le moment où Donald Trump avait promis aux populations qu'il allait, les aider. Ouais. Ça n'a pas été fait à ce moment-là, et c'est fait en décalé aujourd'hui. Or, les performances passées, on dit en bourse, ne présagent pas des performances futures, mais en revanche, sur les conflits, on n'a jamais vu des frappes d'un pays étranger, en plus perçues depuis très longtemps par un ennemi, produire la déstabilisation d'un régime. C'est plutôt, en général, l'inverse qui se produit, absolument. C'est-à-dire un effet de... Donc tout ça ne nous dit rien qui vaille sur le moyen terme. Merci à vous trois pour cette analyse sur cette séquence moyen-orientale, parce que je sais que l'exercice est délicat à chaud, et on projette. On marque une petite pause et puis on se retrouve à parler innovation et industrie européenne. À tout de suite.